Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce webinaire organisé par État Sauvage où on a le plaisir de recevoir Gabrielle de La Belette qui s'intitule À la découverte des rapaces nocturnes. Bonsoir. Euh, on a, on est, alors, je suis Sophie, j'aurai le plaisir d'animer pour vous ce soir. Et si tu peux passer à la page Oui, suivante, Gabrielle, c'est bon. on, euh, on s'appelle État Sauvage, on a 4 ans et demi d'existence et on est une association de préservation de la biodiversité. On agit essentiellement sur deux piliers que sont la sensibilisation et la préservation des écosystèmes avec un projet phare qui est le rachat de forêts en France métropolitaine. Et d'ailleurs, petit message, nous sommes à la recherche d'une cinquième forêt à acquérir. On a déjà préservé à peu près 15 hectares. Donc, si vous connaissez des gens qui vendent des forêts qui peuvent être intéressantes pour en faire des îlots de sénescence, n'hésitez pas à prendre contact. Maintenant, je vais alors place à Gabriel. Gabriel Bertrand, euh, qui a très gentiment accepté d'intervenir pour nous ce soir. Tu es passionné depuis toujours par la faune sauvage et la sauvegarde de la biodiversité. Tu as initialement suivi un parcours universitaire afin de te spécialiser en zoosémiotique, qui est la discipline qui étudie la communication chez les animaux. Et forte de ses 10 années d'expérience dans les structures de soins et de réhabilitation de la faune sauvage en France et en Afrique du Sud, tu es aujourd'hui présidente de l'association La Belette, qui œuvre à la création d'un centre de sauvegarde dans le département du Lot. Je te donne la parole. Merci Sophie pour cette introduction. Donc, je présente très rapidement l'association La Belette parce que certains d'entre vous ne nous connaissent pas. On est une association vraiment de sauvegarde de la biodiversité avec, comme le disait Sophie, la création d'un centre de sauvegarde de la faune sauvage, qui est donc une structure qui est missionnée pour prendre en charge, soigner et réhabiliter des animaux sauvages qui peuvent être trouvés en situation de détresse et les relâcher ensuite dans le milieu naturel, les faire vraiment leur redonner une seconde chance après un accident de parcours, on va dire. Donc ça, le centre de sauvegarde, il est actuellement en cours de création, mais nous, à La Belette, on a aussi une deuxième mission qui est une mission de sensibilisation et de médiation, de vraiment d'aider à une meilleure cohabitation entre l'humain et l'animal sauvage, puisque c'est là-dessus qu'on est, qu'on est spécialisé. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, que on participe avec État Sauvage justement à des actions un peu de sensibilisation et puis permettre de vous faire découvrir les espèces qui vous entourent, tout simplement. Et donc, je vais ce soir parler avec vous des rapaces nocturnes. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est un rapace nocturne, faire une présentation, alors rapide, parce que sinon la présentation prendrait 2 heures, des espèces qu'on a en France métropolitaine, voir aussi l'impact qu'on a, nous, en tant qu'humains, sur les chouettes et les hiboux, le rapport qu'on porte avec elles, et puis concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour participer à leur sauvegarde et à leur protection. Alors, un rapace nocturne, c'est quoi? Juste quelques généralités pour bien commencer. C'est des oiseaux de proie qui vivent la nuit. Et c'est une désignation, un rapace nocturne, qui couvre aussi bien les chouettes que les hiboux. On va faire un petit point linguistique pour vraiment que ce soit clair pour tout le monde. Les chouettes et les hiboux, c'est une terminologie qui n'est pas basée sur des éléments scientifiques d'aucune manière que ce soit, hein. C'est vraiment une distinction qui est opérée dans le langage courant pour dire que les hiboux ont des aigrettes, qui sont donc des touffes de plumes érectiles qu'ils ont sur le sommet de la tête, alors que les chouettes n'en ont pas. C'est donc vraiment des espèces qui ne sont pas séparées avec des familles ou des ordres différents. Et c'est pas comme on l'entend encore souvent dire, la femelle du hibou, c'est la chouette. Non, c'est vraiment juste du langage vernaculaire et c'est tout. Donc en fait, les chouettes et les hiboux, c'est tout ça, c'est un même ordre qui s'appelle l'ordre des strigiformes. Et pendant la présentation, souvent, je dirais de manière alternative strigiforme et chouette ou et hibou. C'est vraiment, ça veut dire exactement la même chose, hein. C'est du coup, c'est un ordre, les strigiformes, qui est très ancien parce qu'on en retrouve des traces depuis le Paléocène, donc c'était il y a 60 millions d'années. C'est du coup des animaux que l'on trouve à peu près sur l'ensemble de la planète, à l'exception de l'Antarctique.
Et c'est vraiment des oiseaux qui sont différents des accipitriformes et falconiformes, qui sont eux les rapaces diurnes. C'est vraiment un ordre à part. Et cet ordre, il est divisé en deux familles, les strigidés et les titonidés, et qui, entre ces deux familles, bah, ça, on se retrouve avec un peu plus de 250 espèces dans le monde. Et on a la chance en France d'avoir 11 de ces espèces, en France métropolitaine, hein, je précise. Du coup, qu'on détaillera un petit peu plus ensemble. Mais d'abord, on va aborder plus les généralités. Alors, les strigiformes, c'est des oiseaux qui vont avoir les caractéristiques des oiseaux avec les ailes, les plumes, etc. Mais c'est des oiseaux qui vont avoir des adaptations bien spécifiques qui sont adaptées à leur mode de vie. C'est un mode de vie nocturne, c'est un mode de vie de prédateur. Et du coup, on a toutes ces particularités anatomiques qui sont faites pour les rendre les plus efficaces dans la niche écologique qu'ils occupent. Donc, on va partir du bas vers le haut du corps pour voir ensemble quelles sont ces différentes adaptations et en quoi ils se distinguent des autres oiseaux, hein, tout simplement. Alors, en partant du bas vers le haut, on a tout d'abord les pattes, qui sont, bah, comme pour tous les rapaces, c'est des pattes qui sont dotées de serres, donc vraiment les sortes de griffes acérées qu'on a au bout, qui peuvent pénétrer dans la chair, même si en général, ce n'est pas les organes de mise à mort. Les pattes chez les rapaces, elles sont utilisées pour attraper les proies, pour les transporter, et puis pour se percher, se déplacer, pour saisir, pour maintenir. Donc pour tout ça, ils ont une adaptation qui est assez particulière et assez unique. C'est des oiseaux qu'on appelle des zygodactyles facultatifs, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont quatre doigts. Et sur ces quatre doigts des pattes, on va avoir un doigt qui est positionné vers l'arrière, deux doigts qui sont positionnés vers l'avant et un quatrième doigt mobile qui va pouvoir du coup se positionner soit vers l'avant, soit vers l'arrière, suivant la nécessité. Donc c'est vraiment quelque chose de très très particulier qu'on ne retrouve que chez les strigiformes et chez le balbuzard pêcheur, qui est un aigle pêcheur du coup, qui a développé cette adaptation de la même manière hein, pour pouvoir mieux attraper ses proies. En l'occurrence pour lui c'est des poissons. Donc c'est vraiment des adaptations assez intéressantes. Et ensuite ces pattes bah, elles sont recouvertes d'écailles de kératine et de duvet de plumes qui permettent de bien les protéger et qui permettent justement d'en faire un usage quotidien sans souci et sans risquer de les abîmer, on va dire. Et c'est des pattes aussi qui vont être dotées d'une très grande force. Même si, encore une fois, ce n'est pas l'organe de mise à mort, elles sont capables d'utiliser une très grande pression. Sur le hibou grand-duc, par exemple, c'est une pression qui peut atteindre facilement 35 kg par centimètre carré. Donc, c'est absolument énorme. Hein. C'est vraiment... ça peut vous broyer une main. Hein. Et ensuite, si on continue à monter le corps, on arrive sur le plumage. C'est là où on va avoir à la limite presque le plus d'adaptation parce que les rapaces nocturnes ont développé un plumage qui permet un vol silencieux, dont on va voir ensemble ensuite toute l'utilité. Donc l'anatomie de leurs plumes est vraiment particulière. Donc les plumes, hein, c'est fait de kératine comme les ongles ou les cheveux. C'est doté d'un calamus qui permet l'implantation dans la peau, d'une tige centrale qu'on appelle le rachis, et ensuite de cette tige vont partir des petites lamelles qu'on appelle les barbes, qui sont implantées de part et d'autre de celui-ci. Et ces barbes, elles sont reliées entre elles par des barbules. Donc c'est plein de termes un petit peu techniques, mais tout ça pour vous expliquer qu'en fait, il y a des adaptations à tous les niveaux de la plume chez les rapaces nocturnes pour permettre ce vol silencieux. Les barbes, donc qui partent de la tige centrale, elles sont très très souples et ça permet de faire comme une frange autour de chaque plume. Les barbules qui relient les barbes entre elles, elles ont des fins prolongements qui donnent du coup qui rendent le dessus de la plume comme velouteux et enfin duveteux et recouvert de velours. Et ensuite, on a un bord d'attaque de l'aile, les plumes, vraiment les rémiges, celles qui sont vraiment les plus externes et sur le bord d'attaque de l'aile, qui vont être délimitées par une sorte de peigne strié plus raide. Et tout ça, toutes ces adaptations, ça permet de réduire les turbulences de l'air lors du vol, et du coup de réduire le bruit qui est généré par ces turbulences, et de permettre un vol qui est particulièrement silencieux. En outre, tous les rapaces nocturnes, ils ont un plumage qu'on dit cryptique, qui leur permet donc de se confondre vraiment parfaitement dans leur environnement et de se camoufler parfaitement. Donc après, suivant les milieux qui sont occupés, suivant les espèces, les couleurs peuvent varier, mais le but, ça va toujours être ça, ça va être d'avoir un plumage qui va leur permettre de se dissimuler.
Si on continue de remonter le long de l'anatomie, on arrive du coup ensuite sur le bec, qui là n'a pas grand-chose de particulier pour un rapace, c'est-à-dire un bec crochu, qui n'a pas beaucoup de force en tant que tel, mais ça reste quand même l'organe de mise à mort des proies. Pour le coup, les proies, elles sont attrapées avec les pattes, et c'est vraiment avec le bec que l'animal est tué. En général, si c'est un vertébré, ça va être au niveau des cervicales que bah, le bec va venir sectionner pour pouvoir faire une mort rapide. Et ensuite, bah, suivant la taille, la proie va être avalée entière ou déchiquetée de manière très grossière à l'air du bec. Ce qui est le plus intéressant au niveau des adaptations anatomiques des rapaces nocturnes, ça reste les adaptations sur la vue et sur l'ouïe. Donc la vue, en tout premier lieu, elle est extrêmement performante chez ces espèces, hein. Ils ont des yeux de très grande taille qui sont enchâssés dans un anneau osseux qu'on appelle un anneau sclérotique et du coup qui les rend complètement fixes dans leur orbite. Ils peuvent absolument pas bouger. Donc ils sont vraiment caractérisés par un volume très important par rapport à la taille du crâne. Ils ont une forme d'ampoule assez particulière et un positionnement très frontal, ce qui leur permet une excellente vision binoculaire qui est même encore meilleure que celle des rapaces diurnes. Comme on peut s'y attendre, ils ont aussi énormément d'adaptations pour la vision dans des conditions de faible luminosité, ce qu'on appelle la vision scotopique. Donc, à savoir un grand nombre de bâtonnets pour un faible nombre de cônes au niveau de la rétine, une très grande pupille qui laisse entrer 2 à 3 fois plus de lumière qu'un œil d'humain, hein, et un tapetum lucidum. Donc, c'est une couche réfléchissante qui est située au fond de l'œil et qui permet de capter plus de lumière. C'est ce qu'on va retrouver chez d'autres espèces nocturnes, par exemple chez les chats. C'est ce qui permet d'avoir les yeux qui font vraiment comme s'ils se reflétaient la nuit quand on met de la lumière dessus. C'est le tapetum lucidum. Et du coup, les strigiformes en possèdent un aussi. Ils ont un champ de vision, par contre, qui est assez restreint, hein, qui est de l'ordre d'à peu près 160 degrés. Et du coup, comme les yeux sont complètement fixes, l'adaptation qu'ils ont trouvée par rapport à ça, c'est d'avoir une très bonne mobilité de la tête et du cou. Donc, ils ont 14 vertèbres cervicales, c'est 2 fois plus que ce qu'on va trouver chez les humains, et ça leur permet de bouger la tête sur 270 degrés, tout en gardant le reste du corps immobile. Donc, c'est assez impressionnant des fois hein, à voir, hein. Je préfère préciser. Leur vue, elle est vraiment très performante, mais malgré tout, dans des conditions vraiment de luminosité quasiment absente, elle n'est pas forcément suffisante. Et du coup, les chouettes et les hiboux, ils ont aussi la caractéristique de chasser à l'ouïe, en plus de la vue. Donc, cette ouïe, elle est capable de capter des sons sur de très grandes amplitudes de fréquences, notamment des fréquences élevées, parce que c'est les fréquences que vont utiliser les petits mammifères, notamment pour faire des vocalisations, et c'est aussi ce qui va leur permettre d'identifier leurs proies, les mouvements des proies dans la litière de la forêt, par exemple, dans le sous-bois, etc. Les oreilles, elles ne disposent pas de pavillon externe. C'est encore une fois hein, les aigrettes qu'on a sur le dessus de la tête, pas du tout lié aux oreilles. Les oreilles, elles sont situées comme chez nous, vraiment de part et d'autre du crâne, et elles sont situées à l'arrière, à la lisière vraiment d'un disque facial qui est fait de fines plumes très serrées et qui fait fonction de parabole et qui permet du coup d'amplifier et de mieux capter les sons dans l'environnement et qui possèdent même des muscles permettant de légèrement modifier leur forme et leur taille pour pouvoir vraiment s'adapter au mieux à la localisation des sons environnants. En ce qui concerne les oreilles elles-mêmes, les trous auriculaires sont immenses comparés à la taille de l'animal et ils mènent à des conduits auditifs qui ont la caractéristique d'être en général asymétriques. Donc, ils sont asymétriques dans leur dimension, ils sont asymétriques dans leur orientation et ils sont également asymétriques dans leur positionnement. Chez la plupart des espèces, ils sont dotés d'un opercule, donc qui va pouvoir permettre de les refermer ou de les ouvrir à volonté et suivant les besoins, qui lui aussi peut être asymétrique dans son positionnement. Et tout ça, toute cette asymétrie sur tous les niveaux, ça permet d'avoir un phénomène de localisation extrêmement développé de pouvoir justement entre bah, si le son provient plus de la droite, provient plus de la gauche, provient plus du haut, du bas et tout, d'avoir une localisation extrêmement précise des proies qui va leur permettre du coup de les poursuivre et de pouvoir les trouver même dans l'obscurité la plus totale. Et d'ailleurs,
la localisation des oreilles, enfin la taille des oreilles et cette asymétrie des oreilles, elle est d'ailleurs directement corrélée au mode de vie de ces espèces, c'est-à-dire que les espèces les plus nocturnes sont celles qui vont avoir les trous auriculaires les plus grands et les disques faciaux les plus développés, parce que justement, c'est ceux qui vont le plus utiliser leur ouïe pour chasser et pour s'orienter de manière générale. Et du coup, c'est là qu'on revient sur ce que je vous disais, la nécessité d'avoir un plumage qui permet un vol silencieux. Bah, forcément, si on est sur des espèces qui vont chasser à l'ouïe, c'est important de ne pas avoir de bruit parasite, de ne pas s'entendre soi-même et de ne pas faire en sorte que vos proies vous entendent. Donc, c'est pour ça que toutes ces adaptations vont ensemble et ce vol silencieux, il permet cette chasse à l'ouïe qui autrement ne serait pas rendue possible. Alors, une fois qu'on a vu l'anatomie, on va passer sur le mode de vie. Alors, le mode de vie, c'est vraiment des carnivores stricts. C'est des oiseaux de proie qui mangent en général assez peu de charognes. C'est vraiment beaucoup plus des super prédateurs qui vont aller après des proies vivantes et qui peuvent être extrêmement variés, hein, suivant la taille, les spécificités des espèces, mais aussi suivant les saisons, les milieux, etc. On a un éventail qui peut aller du lièvre au coléoptère, des grenouilles aux musaraignes, enfin, en gros, c'est faire un listing de l'ensemble des proies qui peuvent être consommées par les rapaces nocturnes, c'est absolument énorme. Ils gobent en général d'ailleurs leurs proies entières, si elles sont de petite taille, et si elles sont de grande taille, ils en font des morceaux extrêmement grossiers avec leur bec. Du coup, ils se retrouvent à ingérer une grande quantité de matériel non digestible qui n'est pas du tout trié. Et ces éléments, ils vont être ensuite régurgités un peu plus tard dans ce qu'on appelle des pelotes de réjection, qui sont extrêmement intéressantes au niveau scientifique parce que bah, déjà, ça nous permet d'analyser le régime alimentaire des chouettes et des hiboux, mais ça permet également, à plus large échelle, de procéder à des inventaires d'espèces très dures à répertorier, tout ce qui va être, par exemple, musaraigne, parfois chauve-souris, etc. On va retrouver des ossements dans les pelotes de réjection, et du coup, c'est un vrai intérêt au niveau scientifique, ces pelotes-là. Dans la très grande majorité des cas, les proies, elles sont chassées à l'affût. Les strigiformes, ils ont un vol qui est assez lent et qui permet peu la chasse à la poursuite. Et encore une fois, leur plumage très cryptique, bah, du coup, ça va les aider pour se dissimuler dans leur environnement. Et du coup, c'est pour ça que la chasse active, elle est assez peu pratiquée. Quand c'est le cas, ça va être une chasse à faible hauteur, au-dessus de milieux ouverts à semi-ouverts. Alors ensuite, sur leur écologie, on ne va pas détailler les biotopes les plus propices à leur implantation parce que bah, c'est des espèces extrêmement adaptables qu'on va retrouver dans à peu près tous les milieux, hein, en France métropolitaine, vraiment, y compris des milieux très anthropisés. Il n'y a pas de limite là-dessus, on peut les retrouver à peu près partout. Pas toutes les espèces, bien entendu, mais à peu près partout. Toutes les espèces qu'on a en France, elles sont solitaires et monogames et elles vont suivre un cycle de vie annuel qui va être le même à peu près pour tout le monde. À savoir que d'abord, il va y avoir une délimitation du territoire à l'automne, qui est marquée notamment par beaucoup de vocalisation. En général, ce n'est pas des combats ou quoi que ce soit, ça va être vraiment des signaux sonores clairs qui sont envoyés aux individus aux alentours. Une fois que ce territoire est bien délimité, fin de l'automne, on arrive sur l'hiver qui va être le moment des parades et le moment de la reproduction. C'est là vraiment où le couple va pouvoir commencer à vraiment entamer la saison de reproduction. Ils vont en général pas faire de nid. Ils vont occuper des nids d'autres espèces, notamment les corvidés font souvent les frais de l'implantation des rapaces nocturnes qui leur volent leur nid. Et sinon, bah, s'ils n'ont pas de nid d'autres oiseaux à voler, ils vont utiliser des cavités naturelles ou artificielles, hein, des creux dans des troncs, des corniches de falaises, des niches dans des vieilles bâtisses, etc. etc. Ensuite, pour la reproduction, bon, il va y avoir une grosse variabilité suivant les espèces, avec une ponte, une incubation, etc., qui vont avoir forcément des durées assez différentes. Mais on va partir de naissance dès janvier, février pour les hulottes, jusqu'à mi-mai, mi-juin pour les petits duxcotes. Donc, on se retrouve à cette période-là avec le boom des naissances. Et du coup,
chez les rapaces nocturnes comme chez les rapaces diurnes, on a cette particularité que les jeunes, les œufs, en fait, pardon, pas les jeunes, les œufs, vont être couvés dès la ponte du premier œuf. Et comme en général les œufs sont pondus à chaque fois avec plusieurs jours d'intervalle, on peut se retrouver devant des nichés qui vont être extrêmement hétérogènes au niveau de l'âge, au niveau du développement des individus. C'est un moyen de se protéger, bien entendu. S'il n'y a pas assez de proies, du coup, bah, les petits périclites aux dépens des plus grands frères et des plus grandes sœurs. Et du coup, c'est un moyen de ne faire développer, enfin, de s'investir pour les parents que dans l'élevage des individus qui ont le plus de chances de survie. En général, c'est la femelle qui est chargée de la couvaison, mais le mâle, il participe vraiment à l'élevage des jeunes, dans le sens où c'est lui qui va apporter la nourriture au nid, d'abord à la femelle et aux petits, puis au fur et à mesure que les petits grandissent et ont besoin de plus en plus de nourriture, bah, la femelle elle-même, elle va devoir chasser régulièrement pour pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde. Et à noter qu'à l'exception de l'effraie des clochers, toutes les espèces vont présenter une phase d'émancipation au sol qui va être assez longue, hein, souvent de l'ordre d'un mois, durant laquelle ils vont être exposés à de nombreux dangers, mais c'est quelque chose sur lequel on va revenir, hein. La reproduction et le succès de celui-ci, il va être directement corrélé à l'abondance des proies, comme c'est en général le cas enfin, chez toutes les espèces prédatrices. Et du coup, on va avoir pas mal de fluctuations de population d'une année sur l'autre, suivant bah, la proportion de proies qui sont disponibles dans le milieu environnant. Les jeunes, ensuite, ils vont s'émanciper suivant les espèces au printemps ou à l'été. Ils vont progressivement se disperser. Et ensuite, on retombe sur l'automne où il y a la délimitation des territoires, etc., avec les nouveaux individus qui ont rejoint le milieu naturel. C'est des oiseaux qui ont quand même une espérance de vie assez longue, hein. Pour les plus petites espèces, on est autour de 6-7 ans pour jusqu'à une bonne vingtaine d'années pour les plus grosses espèces, en sachant que on a dépassé la trentaine d'années sur des grands-ducs en captivité. Donc c'est assez long. Alors, les espèces en tant que telles, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais il ne faudra pas hésiter à poser des questions si vous voulez. Mais histoire de faire une petite présentation rapide de celle qu'on peut trouver en France métropolitaine. Et on va commencer par l'effraie des clochers parce que c'est celle qui est la plus différente des autres. Je vous avais dit au début, il y a deux familles, il y a les strigidés et les titonidés. Et en fait, eh ben, l'effraie des clochers, c'est la seule représentante des titonidés en France. Donc, elle est surnommée la Dame Blanche. C'est un oiseau de taille moyenne, hein, qui est particulièrement adapté à la chasse nocturne. C'est vraiment l'oiseau qui, au monde, présente le vol le plus silencieux. Donc là, vraiment, les adaptations dont je vous parlais, elles sont le plus extrêmes chez les fraises des clochers. C'est l'espèce de strigiforme la plus répandue dans le monde. On la trouve sur tous les continents. Et c'est la seule espèce chez nous, particularité, qui va pondre une deuxième nichée au cours de l'été. Et pas une seule nichée, mais bien deux. Et les vocalises de cet animal sont absolument horribles de manière tout à fait objective. Ça fait des sortes de sons de vieilles chaudières qui sifflent, de chuintements et de cris stridents qui peuvent être assez perturbants quand on les entend, il ne faut pas se mentir. Ensuite, la chouette hulotte. Pareil, un individu de taille moyenne, hein, mais qui est beaucoup plus trapu, avec une silhouette un peu plus ronde et massive que la chouette effraie. C'est la chouette enfin, le rapace nocturne le plus présent en France, en plus grand nombre, et qui va présenter deux morphotypes distincts. On a des phénotypes roux et des phénotypes gris, avec à chaque fois un plumage strié d'une couleur ou de l'autre, hein, suivant le phénotype. Là, par exemple, en photo, c'est l'exemple typique d'un phénotype roux qu'on va pouvoir avoir. C'est un oiseau qu'on entend extrêmement facilement. Si vous entendez en général un chant de chouette dans la campagne, ça va être une hulotte, hein. C'est ce qu'on appelait aussi le chat-huant anciennement. Et c'est la plus sédentaire et la plus territoriale des rapaces nocturnes de chez nous, hein. La chevêche d'Athéna, qui est là pour le coup une espèce de petite taille, avec une silhouette assez ronde et trapue, et des petits mouvements de tête très caractéristiques, hein, vraiment qu'on peut observer très facilement dans le milieu naturel. Elle a un cri aigu qui s'entend de très loin, qui porte très loin, et un répertoire vocal très riche. Donc c'est pareil, c'est des animaux qui sont assez faciles à identifier et à observer dans le milieu naturel grâce à leurs appels. C'est une espèce, pour le coup, qui peut être active de jour comme de nuit.
Même si c'est le cas de plusieurs rapaces nocturnes hein, sur nos territoires, on dit en général d'elle que c'est la plus diurne des strigiformes et on la retrouve tout particulièrement dans les milieux ouverts. Ensuite, si on passe au hibou, on va avoir le hibou moyen-duc, qui est, encore une fois, là, on repasse sur des espèces de taille moyenne, hein, qui a un plumage vraiment particulièrement cryptique, là pour le, et qui, c'est une espèce qui, en plus, est assez mutique hors de la période nuptiale, donc beaucoup plus difficile à observer, même si elle est extrêmement présente un peu partout en France, hein. La période nuptiale est très intéressante parce qu'il y a des parades, il y a des chants qui peuvent être observés et qui sont vraiment très intéressants. Mais hors de cette période-là, observer du Moyen-Duc, c'est quand même beaucoup moins facile que de la hulotte, hein. Ensuite, on a le petit duc-scope. Donc, c'est pour le coup une très très petite espèce avec, même chose que la chouette hulotte, deux morphotypes avec un phénotype gris et un phénotype roux. Et c'est une espèce qu'on va retrouver vraiment que dans la moitié sud hein, de la France. Il a un chant aigu très flûté qui ressemble à celui de l'Alite accoucheur. Et c'est un cas particulier parmi les strigiformes qu'on peut trouver en France métropolitaine, c'est que c'est un migrateur. Donc c'est un oiseau qui pour le coup n'est présent chez nous que durant la saison de reproduction et qui va ensuite passer les périodes les plus froides en Afrique subsaharienne. Là encore, c'est comme pour la chevêche, un rapace qu'on retrouve assez facilement en ayant des périodes d'activité, même en pleine journée. Il ne va pas être actif que la nuit. Le grand-duc d'Europe, euh, pour le coup, on change d'échelle. C'est la plus grande espèce de rapace nocturne au monde. On est sur des tailles absolument énormes, hein. C'est le super prédateur par excellence en sachant que, pardon, c'est dur à dire, c'est un animal qui peut manger des jeunes fauns, même des jeunes renards, d'autres rapaces diurnes ou nocturnes, des mustélidés. Enfin, vraiment, pour lui, sa seule menace, c'est l'humain. Il se situe tout en haut de la chaîne alimentaire. Il va avoir un chant assez caractéristique, un bout qui vraiment est qu'on ne peut pas confondre. Et c'est d'ailleurs ça qui lui a donné son nom scientifique, hein. Le bubo-bubo, c'est vraiment une onomatopée qui est liée à son chant bien particulier. Euh, et ensuite, le hibou des marais, qui a un aspect et des mœurs assez différentes comparé à d'autres rapaces nocturnes. Donc, une taille moyenne, jusque-là, rien de bien particulier. Mais c'est, encore une fois, celui-là aussi, un migrateur. Sauf que contrairement au petit duxcope, il ne va pas avoir une migration bien définie, mais c'est plutôt un animal qui va faire preuve de beaucoup d'ératisme. Donc, la population, elle va beaucoup fluctuer d'une année sur l'autre. Et c'est une espèce qui est beaucoup moins territoriale que ce qu'on peut retrouver, par exemple, chez la hulotte. Il va être actif notamment à l'aube et au crépuscule. Et par contre, si on est sur des temps nuageux et des conditions de faible luminosité, il ne va pas hésiter à sortir même en plein après-midi, hein. Ça, c'est encore une fois espèce qui peut aussi bien être vue de jour comme de nuit. Euh, Petite caractéristique aussi, c'est l'espèce qui va le plus utiliser la chasse au vol, en passant aux faibles hauteurs au-dessus des prairies et des tourbières et autres terrains de chasse qu'il va occuper. Et c'est le seul qui fait une sorte de pseudonie en occupant une dépression du sol qui est garnie d'herbes sèches et de brindilles dans lesquelles il va élever les jeunes. Alors, les quatre autres espèces qu'on trouve en France, on a deux espèces plus rares et très localisées qui sont la chevêchette d'Europe et la chouette de Tengmalm. La chevêchette d'Europe, en sachant qu'on a à peine quelques centaines de couples en France, donc c'est vraiment une espèce qui est très très peu présente et vraiment dans la limite extrémité est du pays. La chouette de Tengmalm, c'est une espèce qui est beaucoup plus discrète que les autres. Et que ce soit la chevêchette ou la Tengmalm, c'est des espèces qu'on va retrouver principalement dans des forêts de montagne. Donc, elles sont beaucoup plus difficiles à observer, beaucoup moins répandues. C'est pour ça que, voilà, elles sont quand même moins connues que les autres qu'on va pouvoir retrouver sur le milieu. Et de manière occasionnelle, mais pas impossible, ça arrive quand même, tous les ans, on a des observations de harfang des neiges et de chouettes épervières, qui sont pour le coup des espèces qui viennent du Grand Nord, hein. Ce n'est pas du tout des espèces qu'on a chez nous à l'année, mais qu'on peut observer en France métropolitaine de manière occasionnelle. Ça arrive. Alors, je change complètement de sujet et on ne va plus parler des chouettes au niveau anatomique et au niveau biologie, mais de leur rapport avec l'humain.
et surtout un peu ce qu'on leur a fait subir au fil des années. Donc, pour faire un petit retour historique, les rapaces nocturnes, c'est vraiment des animaux qui ont fasciné les populations humaines de tous les temps, hein. On en retrouve même dans l'art pariétal. C'est vraiment des animaux qui sont extrêmement, extrêmement présents dans l'imaginaire collectif et dans toutes les cultures, avec plein de significations et de symboliques différentes. Mais en général, on a deux grandes thématiques qui reviennent. Dans la plupart des civilisations, c'est une thématique centrée autour de la vie et principalement de la mort. Et une autre thématique qui est centrée autour du savoir, de l'érudition, de la connaissance, etc. Notamment dans nos civilisations occidentales, c'est vraiment ces deux symboles-là qui ressortent le plus, même si bah, malheureusement, on a une nette orientation négative, hein, de la symbolique qu'on a attribuée aux rapaces nocturnes, à quelques exceptions près. Une des exceptions principales, c'est celle de la déesse d'Athéna, chez les Grecs anciens, qui a donné son nom du coup à la chevêche d'Athéna, et qui du coup était notamment la déesse de l'intelligence et du génie militaire. Donc on revient sur cette notion d'érudition. Mais on va quand même avoir énormément une association au monde des ténèbres, au monde de la mort. C'est vraiment une vision d'un animal de mauvais augure, qui fait des bruits horribles, qu'on trouve que la nuit, qui n'apporte que la désolation. C'est en général rien de très positif, d'autant plus que bah, avec l'influence judéo-chrétienne, ça s'est rajouté à un animal qui a été associé au monde des démons et du diable, et tout ce qu'on peut imaginer qui tourne autour de vraiment de la sorcellerie, etc. Donc malgré ça, la notion de symbole et d'érudition, elle a toujours resté, elle a toujours persisté, et elle a toujours bah, malheureusement été pas suffisante pour contrer la mauvaise réputation de ces animaux. Donc évidemment, avec une réputation pareille, je ne vais pas vous mentir, c'est des animaux qui ont subi énormément de persécutions. On a eu des traditions comme celle qui a perduré jusqu'au XXe siècle et qui est très connue, qui était de clouer des strigiformes vivants sur les granges et sur les églises pour écarter le mauvais œil. Il y a eu aussi, de manière plus pragmatique, on va dire, des campagnes d'abattage de ces animaux dès le XVIe siècle, hein, parce que bah, c'était de toute façon des prédateurs, et comme à peu près toutes les espèces carnivores, c'était des animaux qui faisaient concurrence à l'humain, on va dire, entre guillemets, donc avec vraiment des décrets royaux sur le fait de vraiment annihiler un petit peu ces individus. Et puis depuis quelques années, depuis le XXe siècle, en fait, on a un revirement d'opinion complet. Parce que aujourd'hui, les chouettes et les hiboux, ils disposent d'un fort capital sympathique. On reconnaît de plus en plus leur statut d'alliés dans l'agriculture, hein, notamment grâce à leur capacité de manger de grandes quantités de rongeurs et de réguler efficacement leur population. Et du coup, on a mis des mesures de protection en place en France, en Europe, à l'international, hein. C'est des animaux qui sont aujourd'hui intégralement protégés, et qui sont très, très, très représentés dans les médias, dans la mode, dans les livres pour enfants, dans les dessins animés. Je ne vous parle évidemment pas de la chouette d'Harry Potter, mais je pense que tout le monde a cette vision à l'esprit. C'est vraiment des animaux qui ont su complètement voilà, changer dans l'imaginaire collectif. Malheureusement, même si la vision qu'on en a d'eux a beaucoup changé, c'est bien l'humain qui reste leur principale menace, et qui malheureusement affecte énormément leur population. Alors, les statuts de conservation de ces espèces, ils ne sont pas forcément catastrophiques en France métropolitaine, mais c'est des espèces qui sont toutes sur le déclin. Ça, c'est vraiment une généralité. Et on a des déclins qui sont notamment particulièrement marqués chez certaines espèces, comme le petit duxcope ou le hibou des marais. Et pourquoi ce déclin? Bah, de toute façon, les causes sont bien connues, hein. Tout d'abord, on a tout ce qui est l'artificialisation des sols et la disparition des sites de nidification, avec la suppression des haies, des forêts, des zones herbées, qui sont aussi bien des lieux de chasse que des lieux de reproduction, des zones humides aussi, pour le hibou des marais. Ça, on a eu un impact absolument catastrophique sur ces espèces. La disparition des vieux bâtiments aussi, qui servaient des sites de nidification sur de bon nombre de ces espèces, a été très délétère.
et leur remplacement par des bâtiments neufs, surtout en plus avec des mesures, avec des filets, des grilles pour empêcher le passage des pigeons, mais du coup qui leur empêchent à eux aussi le passage, ça fait que tous ces sites de nidification ne sont plus exploitables aujourd'hui et qu'on se retrouve face à une vraie crise du logement quand il s'agit de faire des petits pour les strigiformes, hein. L'impact du tourisme aussi, quand on parle de la disparition des sites, a une grosse importance, notamment en ce qui concerne le hibou grand-duc, qui va se reproduire sur la falaise, où on peut avoir de gros problèmes de cohabitation avec les sports de montagne notamment, parce que bah, il faut éviter qu'il y ait de la perturbation au moment de la saison de reproduction avec l'escalade, etc. par exemple. On a ensuite la question des biocides. Donc, un biocide, c'est un produit qui va être utilisé à tuer la vie, hein. Techniquement, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est tous les insecticides, rodenticides, etc. Et l'intensification de l'agriculture, évidemment, est allée avec un usage important de ces produits. Ça va être un empoisonnement à double niveau chez les rapaces nocturnes. Déjà, il va y avoir une raréfaction des proies, que ce soit des petits invertébrés ou des petits vertébrés. Bah, la morora, les insecticides, etc., vont faire disparaître leur nourriture. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va avoir ce qu'on appelle la bioaccumulation. Comme c'est des animaux qui sont situés en haut de la chaîne alimentaire, c'est des super prédateurs qui vont manger un nombre énorme de proies, hein. Pour un couple d'effraie, ça représente à peu près 4000 petits mammifères par an. Donc vous imaginez la quantité, si ne serait-ce qu'une partie de ceux-ci sont empoisonnés, bah forcément on va avoir un nombre de toxines qui va s'accumuler dans l'individu et qui va bah, aboutir à des empoisonnements malheureusement. Ensuite, le trafic routier, qui est un terrible tueur sur ces espèces, hein. Comme je l'ai dit précédemment, leur vol il est assez lent et en général il est pratiqué à très faible altitude. La plupart du temps, c'est à moins de 3 mètres de hauteur. Donc, combiné aux conditions de faible luminosité qu'on va avoir bah, la nuit, au moment où ils sont le plus actifs, c'est la recette parfaite pour avoir des collisions. Et c'est au point que chez certaines espèces, telles que les fraises, des clochers ou la chevêche d'Athéna, c'est la première cause de mortalité des individus, vraiment, hein, les chocs avec les véhicules. Chez les fraises, les collisions avec les véhicules, ça représente à peu près 10% de la mortalité annuelle de l'espèce. C'est absolument énorme. On a une étude française qui a permis de calculer que si on prend une autoroute, à chaque kilomètre de l'autoroute, on a une effraie morte par an. Donc, si vous cumulez ça avec les nombres d'autoroutes qu'on va avoir à peu près partout en Europe, le nombre d'autres routes qu'on peut avoir aussi, c'est vraiment un nombre absolument phénoménal et l'impact, il est extrêmement important. Ensuite, on va avoir dans les dangers et dans les pièges qu'on met en place, bah, justement tout ce qui est piège non intentionnel. Les lignes électriques, les poteaux creux, les barbelés, etc., etc. C'est des dangers qui sont liés vraiment à nos infrastructures humaines et à notre occupation du territoire et qui peuvent vraiment avoir un impact très, très, très important. Par exemple, les conduits de cheminée, les cavités, etc. Pour des animaux qui aiment nicher dans des cavités, justement, bah, ça peut souvent occasionner des pièges dont ils ne vont pas pouvoir remonter une fois qu'ils ont chuté. Les fils barbelés vont pouvoir bloquer beaucoup d'animaux qui seront souvent trop grands pour pouvoir passer entre deux fils différents et du coup vont se coincer des dents. On retrouve ça notamment chez les grands-ducs. Les électrocutions sont aussi extrêmement courantes, hein. Et du coup, notamment chez les grandes espèces, on est au point que, encore une fois, chez les fraises des clochers, on a, suivant les pays d'Europe, entre 2 et 8% du taux de mortalité annuel qui est lié à des électrocutions. Et pourquoi 2 à 8%? Bah, tout simplement parce qu'il y a des pays qui sécurisent leur parc électrique et certains qui mettent moins de mesures en place. Et ça se traduit directement sur les taux de mortalité. Ensuite, une des problématiques, ça reste le prélèvement dans la nature pour maintenir ces animaux en captivité. Il est symptomatique de ce revirement d'attitude envers les rapaces nocturnes, hein, qu'on a depuis quelques dizaines d'années. Et même si en France, heureusement, on a quand même une législation assez stricte qui évite que tout un chacun ramasse une chouette et l'élève chez soi, bah, le fait est que c'est quand même des cas qui continuent d'arriver énormément, hein. Donc, on a deux choses. On peut aussi bien avoir des populations de rapaces nocturnes qui sont prélevées dans la nature pour en faire
des animaux domestiques. On va voir le phénomène des howl café dans certains pays ou des choses comme ça. C'est des animaux qui, encore une fois, sont des animaux sauvages, solitaires, nocturnes, absolument pas adaptés à être des animaux domestiques, mais ou à être des animaux de compagnie, mais qui malheureusement sont victimes d'un trafic assez important à l'international. En France, le phénomène qu'on va le plus avoir, c'est moi ce que j'appelle le kidnapping bienveillant. À savoir qu'en fait, comme je vous le disais, c'est des animaux qui vont avoir une phase d'émancipation assez longue, sur laquelle ils vont être très vulnérables et on va pouvoir les trouver un peu partout dans la nature, sans leurs parents à proximité, alors qu'ils sont encore assez jeunes. Et malheureusement, malgré des efforts de prévention de la part d'associations, on a tous les ans des personnes qui vont se retrouver face à des individus qui pensent en détresse, qui vont récupérer, qui vont vouloir élever à la maison, dont ils vont vouloir s'occuper et qui vont vouloir sauver avec des gros guillemets. Et forcément, c'est des animaux qui sont arrachés à leur milieu naturel, souvent qui développent des carences, des malformations physiques, des troubles du développement, des troubles du comportement et qui sont complètement inadaptés ensuite à retourner dans le milieu naturel. Ça peut paraître anecdotique comme ça, mais c'est tous les ans quand même plusieurs milliers d'individus qui sont concernés en France métropolitaine, donc ça n'est pas si anodin que ça. Et du coup, ça me permet de faire une transition en disant qu'il faut faire attention à la manière dont on agit, à pas vouloir sauver à tort, etc. On a quand même des moyens d'agir pour le coup concrètement. Le premier moyen, probablement le plus important, c'est d'adapter, on va dire, ces moyens de consommation et ces moyens d'occupation du territoire. Il faut qu'on évolue vers des méthodes d'agriculture qui soient plus raisonnées, en dépendant moins des monocultures, en privilégiant moins l'usage des biocides. Et ça, on peut tous le faire en tant qu'agriculteur, consommateur, en tant que simple jardinier. On peut faire des choix dans nos pratiques et dans nos choix de consommation, hein, et s'orienter vers une production de nourriture qui est moins impactante sur le milieu environnant et moins impactante du coup sur les rapaces nocturnes. On va aussi pouvoir aider sur cette crise du logement dont je parlais, en créant de nouveaux sites de nidification. Donc, ça peut être aussi bien en préservant du bâti ancien, en préservant des haies, en préservant des forêts, mais ça peut être aussi, et c'est même chaudement recommandé, en installant des nichoirs, en installant des gîtes artificiels qui sont en général bien plébiscités par beaucoup d'espèces, hein. Les effraies notamment vont s'installer assez volontiers dans les nichoirs et ça va permettre de justement les faire recoloniser des milieux sur lesquels les rapaces nocturnes aujourd'hui ne trouvent plus d'endroits où nicher et où élever leurs petits. Ensuite, concernant les accidents routiers, je ne peux pas vous donner d'autres conseils que d'essayer de lever le pied, aussi bien pour les animaux sauvages que pour vous. De faire très attention en réfléchissant bien au fait que la nuit, notamment, être particulièrement vigilant sur les routes, parce que c'est quelque chose qui peut arriver à tout instant et il faut faire attention à l'impact qu'on peut avoir sur son milieu. Et ensuite, concernant les pièges qu'on trouve dans l'environnement, là, c'est pareil. Chacun peut avoir un rôle de lanceur d'alerte. Chacun peut agir à son échelle. On a le pouvoir de remplacer, par exemple, les barbelés qui entourent notre terrain par du grillage à moutons, de poser une grille sur les conduits de nos cheminées pour éviter que les rapaces nocturnes ne tombent dedans, de combler ou de grillager les poteaux creux, etc. En sachant que c'est des animaux, encore une fois, qui sont tous protégés. Donc, si vous constatez il y a, que ce soit sur un terrain privé ou sur un terrain public, des pièges qui représentent un danger sur les rapaces nocturnes, vous pouvez les signaler. Vous devez même les signaler. Vous pouvez les signaler auprès de l'Office français de la biodiversité. Vous pouvez les signaler, par exemple, dans le cas de lignes électriques, auprès des réseaux de transport d'énergie. Vous pouvez les signaler auprès des associations locales de protection de la nature. Si vous êtes sur un terrain public, vous pouvez le signaler auprès de la commune, auprès du département, etc. Parce qu'il y a une obligation de sécuriser du coup tous ces pièges non intentionnels, hein. Enfin, vraiment, c'est vraiment obligatoire, hein. C'est très important. Et donc, il faut être vigilant et il ne faut pas hésiter à aller taper aux portes et à aller tirer la sonnette d'alarme. Et puis concernant le kidnapping bienveillant, c'est pareil, c'est une question de sensibilisation. Il faut sensibiliser votre entourage. Il ne faut pas hésiter à jouer le rôle d'ambassadeur et à expliquer que, en fait, si on trouve un bébé chouette en bonne santé, il n'a pas besoin d'être ramassé.
et que si on se trouve face à un individu réellement en détresse, donc un individu blessé, malade, qui serait couvert de mouches, qui ne répondrait pas aux stimuli, qui serait couché sur le côté, qui vraiment est dans un cas de détresse évidente, dans ce cas-là, bah, il faut le faire prendre en charge par un centre de sauvegarde de la faune sauvage. Il ne faut pas penser que c'est des animaux qu'on peut soigner chez soi. Encore une fois, c'est complètement illégal et on risque de vraiment faire plus de mal que de bien. Donc, le but dans ce cas-là, c'est de contacter le centre de sauvegarde de la faune sauvage le plus proche de chez soi pour qu'il puisse prendre en charge cet individu et pour qu'il puisse s'en occuper, afin ensuite de le remettre dans le milieu naturel. Et du coup, bah, j'en profite pour prêcher un peu à ma paroisse. Mais n'hésitez pas à explorer autour de vous. Il y a énormément d'associations de protection et de sauvegarde de la biodiversité, que ce soit des centres de sauvegarde ou d'autres, hein, qui agissent sur le terrain pour des programmes de sensibilisation, de protection, etc., des rapaces nocturnes, qui sont toujours en manque de bénévoles, de donateurs, d'adhérents, etc. Donc, encore une fois, chacun, on a le pouvoir de pouvoir agir à son niveau. Et je vous remercie pour votre attention. Et j'ai été un peu longue, mais je m'en excuse et on va pouvoir répondre aux questions maintenant. Merci beaucoup, Gabriel. C'était parfait. Johanna, je pense que tu as collecté les questions peut-être qui ont été posées au fil de l'eau. Et on en a Oui, 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 quelques-unes. Ça a été assez actif. Donc, je te passe le relais. oui, tout à fait. Merci, Sophie. Pardon. Alors, la première question qui nous a été posée est la suivante. L'effraie des clochers est-elle aussi solitaire ou vit-elle en couple? Non, pareil, c'est un animal qui va être en fait, comme la plupart des autres espèces, qui va être solitaire une bonne partie de l'année et qui ensuite va se mettre en couple en hiver pour l'élevage des jeunes et ensuite bah, le couple va se séparer. Les couples peuvent être gardés d'une année sur l'autre comme ils peuvent changer. Ça, il n'y a vraiment pas de généralité. C'est juste que du coup, une bonne partie de l'année, l'animal est solitaire et puis par contre, on les retrouve sur une période assez longue, puisque, bah, comme je disais, comme c'est la seule espèce qui va faire deux nichés, s'ils décident de faire deux nichés d'affilée au sein du même couple, bah, les partenaires peuvent rester ensemble pendant quand même pas mal de mois d'affilée. Merci, merci pour cette réponse. Alors, il y a eu plusieurs questions concernant les milieux ouverts, s'il était possible de repréciser ou redéfinir cette notion. Alors, les milieux ouverts, c'est tout simplement des milieux qui vont... En gros, c'est, pour faire très simple, c'est un milieu ouvert, ça va être quelque chose qui va plus ressembler à une prairie, comparé à ce qu'on appelle un milieu fermé, qui va être typiquement une forêt, un milieu dense, etc. C'est des milieux qui, en général, permettent une grande visibilité, où la végétation n'est pas forcément très haute. Donc, ça peut être justement des prairies, des champs, des vergers, des garrigues, etc. Et ça va justement être pile l'opposé de ce qu'on va retrouver sur des forêts denses où la visibilité est moindre, où du coup il faut pouvoir louvoyer entre les obstacles quand on vole comme un rapace nocturne. Et du coup, bah, suivant les espèces, les milieux ouverts vont être privilégiés dans pas mal de cas. D'accord. Merci, merci Gabrielle pour cette réponse. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs espèces, à la fois hulottes et chevêches, sur une même zone? Oui, 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 tout à fait. Bah, pour vous dire, nous, sur le terrain là, de la Belette, on a de l'effraie, de la hulotte, de la chevêche, du petit duc et du moyen duc. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de problématique de cohabitation. Là où il va y avoir vraiment de la défense de territoire, ça va être au niveau intraspécifique. Donc, par exemple, un couple de hulottes ne va pas laisser un autre couple, enfin, ou une hulotte plutôt, puisque c'est, va pas laisser une autre hulotte s'implanter sur son territoire. Par contre, qu'il y ait une chevêche à proximité, ça ne va pas du tout forcément être problématique, ne serait-ce que parce que dans ce cas-là, bah, peut-être que la chevêche va plus se concentrer sur chasser des insectes, la hulotte va plus se concentrer sur chasser des petits mammifères. Il n'y a pas forcément de compétition extrême entre les espèces. Là où ça va être plus compliqué, ça va être si on est sur des milieux qui sont très pauvres. Donc typiquement sur des milieux, par exemple, de grosses monocultures, où bah, la hulotte va chasser d'autres espèces, puisque c'est quand même elle qui est la plus territoriale, tout simplement parce qu'il bah, n'y a pas assez de proie pour tout le monde. C'est tout. Mais dans un milieu qui est riche, il n'y a pas de problème de cohabitation. D'accord. Merci, merci pour cette réponse très complète. Alors, une question par rapport justement aux barbelés
qui représente un danger. Il n'est pas interdit de poser des barbelés, aussi létaux soient-ils, mais peut-on vraiment contraindre des propriétaires de terrain et si oui, ben, sur qui s'appuyer? Alors, la question des barbelés, c'est compliqué parce que du coup, encore une fois, la protection de ces espèces, elle couvre la protection de leur nid, la protection de leurs œufs, la protection de leur milieu, de leur site de reproduction, etc., etc. Donc, le problème, c'est qu'il faut pouvoir prouver qu'il y a un danger réel et avéré pour pouvoir légalement contraindre le propriétaire du terrain à changer. C'est pour ça qu'en général, malheureusement, c'est un peu le souci, c'est qu'il faut attendre qu'un animal se fasse prendre dans le barbelé pour pouvoir se dire, hey, là, on a eu un animal qui a été blessé sur ce site, techniquement, et on devrait pouvoir le faire retirer. Et après, bon, ça peut mener à une plainte, ça peut ne pas mener à une plainte, ça peut être réglé à l'amiable ou pas. C'est des choses qui sont très compliquées. C'est beaucoup plus simple sur des cas, par exemple, d'électrocution où les réseaux de transport des énergies, ils ont l'obligation de sécuriser les lignes électriques. Et où du coup, là, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, je fais cette démarche régulièrement. Si j'observe ou si je sais qu'un rapace a été électrocuté ou électrisé quelque part, de contacter la personne qui est en charge du réseau à cet endroit-là, parce que, enfin, l'entreprise qui est en charge du réseau à cet endroit-là, parce que c'est à eux de sécuriser les choses. Dès qu'on rentre sur des terrains privés, par contre, ça devient beaucoup plus compliqué. Ça, c'est des choses où il ne faut pas hésiter à se rapprocher des associations de protection de la nature du coin et essayer de mener bataille commune si vraiment c'est des endroits qui posent problème parce que on peut des fois avoir beaucoup de mortalité sans que qui que ce soit bouge le petit doigt. Ça, c'est vraiment du travail de terrain. D'accord. Merci, merci beaucoup. Euh, Justement, alors je poursuis un petit peu sur d'autres dangers concernant par exemple les clôtures dans lesquelles pourraient se coincer les rapaces. Quelles sont les alternatives possibles pour un champ par exemple? Après, pour un champ, si on utilise des trucs classiques type grillage à moutons, etc., c'est pas des choses qui posent problème. Là où on a une grosse problématique sur les barbelés, c'est parce que vraiment, une fois que l'animal est pris dedans, il va se débattre et en fait, ça va vraiment déjà déchiqueter en général le patagium, qui est du coup la membrane de peau qu'on a sur l'aile. Du coup, ça va donner souvent des blessures qui sont assez peu récupérables, hein. Ça va faire des garrots aussi, ça va freiner la circulation sanguine, etc. Alors que si on est sur des clôtures plus classiques, il peut y avoir collision, mais on ne va pas se retrouver sur une situation aussi catastrophique de piège vraiment dont l'animal ne peut plus sortir lui-même. Donc ça, faut pas hésiter, pareil, à aller voir, parce que suivant les terrains, on ne peut pas mettre tout n'importe où. Des fois, on a quand même des contraintes suivant les espèces aussi. Si on a des moutons, si on a des chèvres, etc., on peut avoir des contraintes et pas laisser un terrain complètement ouvert. Hein, parce que sinon, moi, en tant que défenseuse de la biodiversité, je vous dirais non, ne mettez pas de clôture sur votre terrain. Mais je sais bien que c'est pas toujours possible. Hein. Mais du coup, dans ce cas-là, c'est utiliser des clôtures, voilà, je vous dis de type clôture à moutons, grillage à moutons, clôture à chevaux, etc. Mais pas des choses qui vont vraiment faire piège. Merci Gabriel. Je vais prendre peut-être une dernière question. Alors, l'homme agit souvent trop. Avons-nous intérêt, par exemple, à ajouter dans un milieu, ben, notamment la forêt, des nichoirs artificiels? Et si oui, pour quelle espèce? Quelle est la pertinence? Alors, en forêt, non. Ça dépend en fait de quel type de forêt on parle. Si on parle de sylviculture, monoculture, typiquement la forêt de pin qu'on va trouver dans les Landes, c'est des milieux qui sont absolument vides au niveau biodiversité. C'est des forêts qui sont extrêmement artificialisées et c'est des forêts qui vont manquer tout simplement de sites de nidification, mais en même temps qui vont aussi manquer de proies. Donc, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement pertinent. En forêt, le mieux, en fait, c'est surtout de laisser les vieux arbres, de laisser les loges qui sont créées par les pics, notamment les pics noirs. Les loges créées par les pics noirs sont très utilisées par les rapaces nocturnes. Ça va être de laisser
les vieux arbres moches et pourris, on va dire, entre guillemets, parce que tout ça, ça peut être réutilisé. Poser un nichoir en forêt, ça se fait des fois, mais plus dans des cadres de suivi de population, parce que du coup, ça permet beaucoup plus facilement d'avoir un comptage et d'avoir un suivi de la reproduction qui est fait sur un site. Mais ça n'a pas d'intérêt en tant que création d'un gîte. Là où ça va être beaucoup plus intéressant, par exemple, ça va être en milieu ouvert ou semi-ouvert, comme ce que je disais, et ça va être près du bâti, notamment les bâtis le bâti qui a été rénové et qui ne peut plus permettre d'avoir de rapaces nocturnes, typiquement les vieilles églises, les vieilles tours de clocher, etc., qui avaient chacune leurs effraie. Et aujourd'hui, tout le bâtiment il est parfaitement isolé, on a du filet anti-pigeon partout. Là, ça va être extrêmement pertinent. En forêt, ça l'est pas forcément. Merci, mais encore merci pour cette réponse très détaillée et pertinente. Il y en a peut-être une dernière qui est la suivante. Avec leur sensibilité auditive, comment les chouettes et fraies qui nichent dans les clochers d'église, par exemple via des nichoirs installés, supportent-elles le bruit des cloches? Alors, enfin, pas moi personnellement, mais il y a eu des études justement pour essayer de comprendre, et visiblement, il n'y a pas de dérangement. Alors, il faut savoir qu'ils ont une amplitude auditive qui est extrêmement large, mais qui est quand même beaucoup plus ciblée sur les fréquences très élevées. Donc, les fréquences de 4-5 kHz et plus, qui sont du coup pile l'inverse de ce qu'on va retrouver avec les sons des clochers qui sont en général très graves. Mais on ne comprend pas exactement pourquoi ça ne gêne pas plus. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans les clochers, mais pas uniquement. Parce que du coup, encore une fois, comme je vous disais, c'est des espèces qu'on peut avoir de manière très anthropophile, hein, qu'on peut retrouver des fois sur des bâtiments qui sont occupés assez régulièrement, où on va entendre du bruit. Enfin, je veux dire, c'était des animaux qu'on trouvait quand même régulièrement dans les granges, dans des fermes où il y avait des élevages, où il y avait du mouvement quotidien, etc. Et qui ont l'air de s'en accommoder sans trop de problèmes. Euh, Pourquoi? Ben, on n'a pas complètement la réponse au mystère. Merci Gabriel. Alors, on a fait le tour des questions. Donc, je ne sais pas si peut-être il y en a encore une ou Alors, on deux. vient d'avoir une ultime question dans le chat de Maëlys. Pourquoi est-ce Ah, que les effraies n'ont pas de phase d'émancipation au sol? Est-ce hmm. qu'un petit tombé du nid peut être replacé? Ah, je suis très contente de cette question parce que du Ah, coup, j'en parlais un petit peu, mais je l'avais un peu éliminée parce que déjà la présentation était trop longue. Pourquoi les effraies n'ont pas de phase des émancipations au sol? Ça, c'est juste un développement qui n'est pas le même et une structure sociale qui n'est pas exactement la même. C'est commun à toutes les espèces de titonidés, hein. Les... On a en gros un élevage des jeunes qui va être beaucoup plus proche que ce qu'on va retrouver chez les rapaces diurnes, où en fait le petit part quand il est volant. Et c'est tout. Donc, pourquoi en tant que tel? Bah, c'est juste une adaptation évolutive. Par contre, les petits, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un petit des frais qui tombe à terre? Bah, c'est un peu l'exception à la règle. D'ailleurs, voilà, je reviens sur la diapo précédente. C'est les seuls cas où, pour le coup, ça peut être pertinent d'intervenir. C'est si on se retrouve face à un petit des frais des clochers, qu'on peut vraiment distinguer parce que leur plumage il est tout blanc et il y a vraiment cette face en forme de cœur qu'on ne peut pas confondre avec aucune autre espèce, hein. Il n'y a vraiment que comme ça la petite face, enfin vraiment le dessin de cœur autour du visage. Bah, le problème, c'est que dans ce cas-là, il faut le remettre au nid. Il faut le remettre au nid, il n'y a pas de choix. Même s'il est au pied de l'arbre où se trouve le nid, les parents ne vont pas le nourrir. Donc, soit on peut identifier le nid, on peut voir où est le nid. En général, il n'est pas très loin, mais c'est pas toujours facile. Soit on peut y accéder aussi. Faut pas hésiter à se rapprocher. Il y a des associations naturalistes qui ont des élagueurs parmi ou des gens qui sont habilités à monter en corde, qui peuvent replacer les petits en hauteur. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Soit, si malheureusement le petit peut pas être mis au nid, là, par exemple, par contre, c'est direct case centre de sauvegarde. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est pour ça que si vous trouvez un petit à terre, il faut vraiment pas hésiter à contacter de toute façon, à prendre une photo, à essayer de faire en sorte que qu'on puisse vraiment
avoir une réponse la plus adaptée à la situation présente. Mais en tout cas, non, les extraits ne seront pas récupérés, enfin, ne sont pas élevés par les parents s'ils tombent au sol. Et donc, c'est très compliqué sur ces individus-là parce que bah, des fois, les nids sont difficiles à identifier et sont difficiles à voir. On a des fois des cas aussi où on utilise des nids artificiels à proximité si on ne sait pas si, par exemple, le nid a été détruit. Le problème, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. Donc, c'est une chance qu'on peut prendre, mais ça ne marche pas. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, l'été dernier, on avait en médiation téléphonique, on avait une effraie qui avait niché sur une moissonneuse-batteuse qui devait être utilisée pour faire les champs, hein, en plaçant un nichoir à proximité et en déplaçant les œufs. Là, pour le coup, les petits n'avaient pas, enfin, les jeunes n'étaient pas encore sortis de l'œuf. Les parents se sont décalés, mais ça a été un décalage de quelques mètres à peine. Les décalages un peu plus loin sur des nids artificiels un peu plus éloignés, en général, ne prennent pas. D'accord. Donc, du coup, effectivement, sans les parents, les nids artificiels, c'est Bah, pas, c'est, c'est pas il faut possible. pouvoir vérifier que les parents reviennent. Mm. Donc, ça implique quand même une certaine surveillance pendant quelques jours. Et si les parents ne reviennent pas, bah, dans ce cas-là, c'est en effet le centre de sauvegarde qui va procéder à l'élevage des jeunes. Et ça, ce que je vous dis, c'est vraiment les frais des clochers. C'est vraiment à part. Les autres, du moment qu'on a la phase petite boule de duvet, les trouver au sol, c'est tout à fait normal. D'accord. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. Et Effectivement, j'en ai pas noté d'autres, donc merci beaucoup. Juste le Merci pour hibou toutes des ces marais, questions. juste, est-ce que vous pouvez juste Oui. revenir sur le hibou des marais? Ça a été un peu vite, j'ai pas trop compris. J'ai bien compris qu'il pondait dans les herbes et du coup, j'ai la sensation que c'est peut-être une espèce qui est un peu menacée. Enfin, c'est compliqué. Juste si vous pouvez revenir sur celui-là, parce que c'est peut-être passionnant, puis vous parlez très très vite, donc t'as pas le Je temps de suis tout suivre. désolée, je me suis Non, forcée mais à c'est parler parfait, vite hein, parce c'est que sinon parfait, je mais serais partie pendant 3 heures et plus aucun d'entre vous avait le droit de manger, hein. C'est... Non, le hibou des marais, c'est en effet une des espèces qui est la plus menacée en France. Je remets sur... voilà. Parce que, en effet, c'est des espèces déjà qui... Bon, le nom hibou des marais, c'est quand même des espèces qui sont assez affiliées au milieu aquatique, semi-aquatique, de marais, de tourbières, les zones humides. C'est des endroits où on va particulièrement les trouver. Et du coup, forcément, comme c'est des zones qui sont extrêmement menacées hein, partout en France, hein, les zones humides, il faut les protéger, ça va influer sur les populations. C'est aussi des espèces qui sont difficiles à protéger parce que, comme je disais, elles sont très erratiques, elles vont beaucoup bouger, elles vont pas forcément avoir un territoire bien défini. Donc, mettre des mesures de protection en place à un endroit donné, ça ne va pas aider si on n'a pas des mesures de protection à l'échelle nationale, voire européenne, hein, même. Puisque de toute façon, ils ne respectent pas les frontières, hein. Donc, ça peut être très compliqué à protéger. Et du coup, bah, c'est dans les espèces qui se portent, dont les effectifs sont le plus en diminution. Clairement, le hibou des marais, c'est une espèce qui se porte, qui est en déclin tout simplement. Et ces problèmes de raréfaction des territoires et de menaces environnementales elles sont vraiment extrêmement présentes sur cette espèce-là en particulier. Merci beaucoup. Je crois qu'on est bon sur les questions et ce qui me permet de te remercier à nouveau encore une fois d'être intervenu. Je suis passée un petit peu vite aussi sur l'introduction, mais c'est quand même la troisième intervention que tu fais au nom de la Benette pour État sauvage et à chaque fois, c'est un plaisir de t'entendre. Donc, je pense que C'est un toutes les plaisir pour moi aussi, questions il n'y a voix pas de problème. euh, pour te remercier. Merci à vous toutes et tous qui étaient là et qui avaient posé des questions dans le chat parce que c'est aussi ça qui fait vivre les webinaires et qui nous permet d'avoir des échanges très intéressants. Le, ce webinaire sera dispo rapidement sur la chaîne YouTube de l'association. Et je vous remercie toutes et tous, et en particulier Gabriel, pour avoir animé pour nous ce soir. Bah, merci à État sauvage, hein, parce que le sentiment est réciproque, hein. Merci de me réavoir invité, on va dire. Et bah, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires auxquelles vous n'avez pas pensé, il y aura un récap. Et puis, c'est toujours des choses, faut pas hésiter à contacter pour aider à protéger nos rapaces nocturnes, enfin, les rapaces nocturnes de nos contrées. On est tous là pour la même chose, hein.
Je précise aussi qu'il y aura le replay, enfin on l'a déjà dit, mais voilà, le replay du webinaire, si vous souhaitez y revenir. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt. Merci à tous.